Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. On est à une nouvelle année judiciaire, donc à la 4e judicature aussi. La justice est une affaire de société aussi, n'est-ce pas? Et on va parler justice aujourd'hui avec le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Il s'agit du juge Jean-Wilner Morin qui est avec vous, avec nous sur le plateau de Télémétropole aujourd'hui. Donc comme nous l'avons dit, avec qui nous allons parler justice. Bonjour, bonsoir cher maître et merci de votre disponibilité à Métropole. Bonjour monsieur Desauguste, bonjour aux téléspectateurs. Un plaisir pour répondre à vos questions ce matin. Donc l'émission d'aujourd'hui sera technique, donc didactique, je l'avais dit avec vous dans la coulisse, mais elle sera sociopolitique aussi, parce que la justice c'est une question de société, mais c'est une question de politique, de la politique, et souvent certaines décisions judiciaires proviennent de la politique et vice-versa, certaines décisions politiques peuvent venir aussi de la justice. Mais il y a cette phrase que l'on entend souvent, j'aimerais bien commencer l'émission avec vous, donc en faisant mention de cette phrase, c'est la justice qui élève une nation, dit la Bible, ou dit-on. Qu'est-ce que cette phrase vous dit, cher maître? C'est bien aujourd'hui de parler de la politique de la justice dans le cadre d'une émission aussi prisée. Alors quand on dit la justice élève une nation, cela dit que le pays dans lequel on vit, si on ne fait pas justice au commun des mortels, on va faire en sorte qu'il y ait des bandits. Parce que, vous aviez dit sociopolitique tout à l'heure, celui-là qui est victime de l'injustice, il peut sortir de ses gonds et faire justice à lui-même. Donc si vous voulez une société équilibrée, il faut que la justice soit maître. Il faut le respect de la loi, le respect des règles et des principes. Donc, à demi-mot, nous avons l'impression que nous sommes face à une situation qui prouve le contraire. Donc, on commence comme ça par une philosophie, je dirais, judiciaire, s'il le faut, maître. Donc, notre justice ne fait que sombrer notre nation. En effet, je suis d'accord avec vous. Et la majeure partie du problème haïtien, c'est l'absence de la justice. C'est la faiblesse de la justice. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ceux-là qui sont appelés à faire justice et font partie d'un groupe qui n'obéissent pas à la loi. Parce que, vous savez, l'état de droit, c'est la dictature de la loi. C'est imposer la loi, c'est faire application de la loi. Par exemple, si quelqu'un doit être juge, il faut qu'il obéisse aux critères pour être juge. C'est pas parce qu'il est l'ami de quelqu'un, ou bien c'est parce qu'il est membre d'une équipe, pour qu'on l'appelle juge de telle équipe, juge de telle position, juge de tel groupe. Il faut qu'il soit juge tout simplement. C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à faire application de la loi de manière scrupuleuse. Donc aujourd'hui, le pays haïtien est dans cette situation, c'est parce que quand on arrête certaines fois certaines personnes qu'on appelle bandits, cette personne est libérée quelque temps plus tard. Le pays se trouve dans cette situation, c'est parce que quand on amène le dossier au niveau du parquet, du tribunal de première instance, particulièrement à Port-au-Prince, et quelques jours plus tard, des pièces ont été enlevées de ce dossier et fragilisent du même coup le magistrat qui est en train d'instruire sur le dossier ou bien d'attendre l'affaire. C'est parce que la DCPJ a fait une enquête sur des dossiers disparus au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince et on n'a pas tracé des exemples sur ceux-là qui sont impliqués dans la disparition de ces dossiers. Donc, une justice qui fonctionne comme ça, c'est normal que la population se fait justice
elle-même. Et nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui où personne n'a crainte de la justice. Or, la justice, c'est un service public, mais elle est crainte. Si on n'a pas crainte de la justice, cela veut dire que la justice ne représente rien. Et c'est pourquoi je vous dis, je répète après vous, la justice élève une nation. Et si la nation se trouve par terre, c'est parce que la justice a failli à sa mission. Maître Jean-René Morin, tant qu'on nous dit dans le début de l'émission, vous savez que l'émission un peu didactique, c'est comme si l'on venait de naître de nouveaux hommes, le dit la Bible. Comment un monde fait pour venir juge dans le système, pour venir magistrat et juge, s'il y a une nuance dans ces deux concepts, on va faire les noms. Qui suit, qui schéma? Alors, la loi prévoit deux façons pour être juge en Haïti. Premièrement, il faut que mon allé à l'école de la magistrature après avoir fait son droit. C'est-à-dire l'elfine passée à l'école de droit. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'intégration directe, c'est-à-dire après avoir été avocat, ou du moins sur l'autre domaine connexe, mais quelqu'un qui a fait son droit, qui militait, donc après 8 ans, dépendamment de degré que mon après rentrer, par exemple en première instance, au moins 7 ans, 8 ans, après mon a fait une certaine expérience dans l'avocature, cette personne peut intégrer la magistrature directement, sans passer par l'école de la magistrature. Cependant, il faut que mon ça suive une formation et qui vous permettre que les gagnent les aptitudes du magistrat, parce que être avocat, c'est pas la même chose que d'être magistrat. Donc c'est deux façons ça. Premièrement, vous passez à l'école de magistrature, vous formez pendant une période de temps, le ça, vous venez qualifier pour juge, pour magistrat. Alors, même dit magistrat, moi, ouais, magistrat assis et debout, par exemple, les parquetiers aussi. Ou du moins, ce qu'on appelle l'intégration directe, comme ça, voilà, c'est-à-dire que où tu es avocat pendant une période de temps, ou bien où tu es soit où tu es étudié droit, où tu es dans la banque, où tu es dans l'autre consultation, etc. Donc, on est capable d'intégrer la magistrature. Ok, que personne n'ont taxe d'infantilité ou d'infantilisme, tout simplement. Pour être juge à la Cour de cassation, c'est politique. Écoutez, vous savez que l'État est conçu pour réguler la vie même en société. Et l'État a beaucoup de responsabilités. C'est pourquoi on responsabilise certaines personnes au niveau de l'État pour prendre des décisions au nom de la nation. C'est par exemple le juge, quand le juge décide, il décide au nom de la République. Et c'est pourquoi la Constitution de la République d'Haïti dit comment on peut devenir juge. Il faut aller voir dans la Constitution de la République d'Haïti. Mais laissez-moi vous dire que la Constitution n'est pas respectée totalement en cette matière. Par exemple, pour devenir juge en première instance, je reviendrai à votre question, Pour juger au niveau du tribunal de première instance, il faut que c'est le conseil départemental qui peut proposer non. Or, qui t'a doué? Nous pas jamais fait élection ça. Nous pas jamais fait élection ça. Donc pour la Cour de cassation, c'est le Sénat de la République. C'est le Sénat de la République qui a déposé le dossier au Sénat de la République, le Sénat étudie et le Sénat fait une liste pour le voyer le président de la République qui lui-même a choisi dans la liste ça. Oui, quelque part, les politiques, mais si nous avions une politique de justice en Haïti, il était capable politique et en même temps technique. Bien d'abord technique, ensuite politique. Et oui, il était tous les deux. Parce que l'on nommé un juge à la Cour de cassation, c'est un monde qui est chevronné, c'est un monde qui est trempé, c'est vraiment initié, c'est quelqu'un qui maîtrise le droit. De matière et d'expérience. Et voilà qu'aujourd'hui, pour la plupart, c'est quelqu'un qui peut bien, ou bien qui puisse bien servir le régime qui est en place là.
Donc, on doit avoir un monde qui gagne expérience, qui gagne toutes compétences nécessaires là, et il ne pas prendre la liste là. Pour que ça nous fait tout ça, nous avons des questions d'actualité, nous pourrons venir sur eux. Nous avons souhaité même monde qui peut être moins initié ou qui n'est pas initié du tout, sans minimiser personne, capable à point avec nous dans l'émission, ça je veux dire que nous voulons une émission didactique et sociopolitique. Maintenant, récemment, nous avons gagné l'installation des juges pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui c'est une plus grande instance, si ce n'est pas la plus grande instance judiciaire du pays. Donc, le parcours, la stratégie, le suivi pour devenir membre du CSPJ, Maître Jean-Willy Lerborin. Et c'est pas la plus grande, bien entendu, mais c'est l'instance d'administration du pouvoir judiciaire. La Cour de cassation est la plus grande, oui, l'une des plus grandes. Alors, en termes de décision juridique, c'est la Cour de cassation, décision administrative, c'est le CSPJ, voilà, c'est le CSPJ dont nous voulions parler. Voilà, c'est le CSPJ. Alors, il faut vous dire que pour devenir membre de la Cour de cassation, c'est encore Alors, nous parlons du CSPJ. CSPJ, pardon, CSPJ. C'est encore la Constitution qui traçait la voie pour devenir membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et il faut que toute juridiction, dans degré, représentée. Et faut que... Alors, juridiction de justice. Juridiction de justice. Ensuite, il faut que les barreaux représentés, il faut que la société civile, ce ne sont pas les organisations des droits humains à proprement dit, à proprement parler, c'est la société, les organisations de la société civile, et c'est précisé dans la Constitution de la République d'Haïti. Maintenant, la Cour de cassation, le président est automatiquement président du CSPJ, selon la Constitution. Alors le président de la Cour de cassation. Le président de la Cour de cassation est automatiquement le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et les juges au niveau de la Cour de cassation élisent un juge parmi eux pour faire office de vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais pour un mandat de 3 ans. Après, il y aura encore des élections au niveau de la Cour de cassation pour renouveler le mandat de ce juge ou élire un autre juge. Alors, le juge représentant donc... La Cour de cassation. La Cour de cassation au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et le commissaire du gouvernement, près de la Cour de cassation, est représenté aussi au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ensuite, on a un juge au niveau des cours d'appel. Les cours d'appel, on a 5. Les cours d'appel le réunis, les juges de la cour d'appel le réunis, et puis ils élisent un magistrat qui peut représenter. Aujourd'hui, nous avons le magistrat Duré Junior qui est à son second mandat. Et les tribunaux de première instance, ils élisent un magistrat. Nous avons cette année, et pour les 3 prochaines années, le magistrat Wando Saint-Villiers. La fédération des barreaux réunit les 18 barreaux, ils réunissent, ils prennent un avocat, mais il faut qu'il soit bâtonnier. Un bâtonnier qui peut aller au niveau de CSPJA pour représenter les avocats. Je crois que c'est comme il en est le cas pour le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Foi Liberté. Je crois qu'il représente l'Ordre. Le Nord est représenté. Le Grand Nord, alors, Foi Liberté, le Grand Nord. Et ensuite, on a un représentant de la société civile, qui brouille, qui est autour des élections, qui ont lieu, etc. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas tous les membres. Parce que les salariés... Il est oui que le président, la personne qui devrait faire office de président a été contestée par des organismes de droits humains, c'est exact. Le président, vous dites non. Devrait être... représenter la société civile. Qui devrait représenter la société civile, peut-être qu'il devrait devenir... fait objet de contestation. Donc, la société civile n'a pas été représentée en ce sens-là. Pour l'instant, en attendant que d'autres élections réalisées ou bien que je ne consensus sur les... Nous voulons venir avec vous sur question ça. Il est écrit que c'est par devant le président de la République que les membres du CSPJ doivent
prendre en fonction. Mais c'est le président de la République qui doit installer les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et on s'en souvient, donc avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, il était question de l'inviter à installer les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et il est mort assassiné quelques jours plus tard et le reste c'est l'histoire. Maintenant, Maître Jean-Wilner Morin, comment comprenez-vous que c'est le Premier ministre actuel, le docteur Ariel Henry, à tort ou à raison, on dit qu'il est illégitime, les politiques ne diraient pas le contraire, illégal aussi, et jusqu'à présent, j'allais dire, personne ne veut accepter qu'il fasse office, bien qu'il prenne fonction comme le seul chef de l'exécutif, mais c'est lui qui a procédé à l'installation des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Puisque, selon encore des hommes de loi, il est décrié illégitime, illégal, est-ce que nous ne pas penser que ça va poser un problème à la légitimité et à la légalité donc, de ces membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire? Ok, la question est politique, mais elle est aussi technique. Hein? Peut-être d'abord technique, parce qu'il y a le mot légitimité. Laissez-moi vous dire que les membres du CSPJ ne trouvent pas leur légitimité entre les mains d'un président de la République ou autre. Permettez que je vous dise que la Constitution de la République d'Haïti précise que le président de la République et le président du Sénat de la République et le président de la Chambre des députés doivent être présents. Installer les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Voilà. Donc, on a... En termes de précision, si vous me le permettez, pour vous permettre de mieux répondre surtout, le président du Sénat n'a pas été présent non plus. Bon, on sait qu'on n'a pas de président à la Chambre des députés. On connaît l'histoire. Allons-y. Alors, c'est ce que dit la Constitution. Le président de la République, le président du Sénat de la République et le président de la Chambre des députés. Mais revenons à la légitimité. Les membres du CSPJ trouvent leur légitimité dans les élections réalisées par leurs pairs. Élections réalisées au niveau de la Cour de cassation, élections au niveau des cours d'appel, ou élections au niveau des tribunaux de première instance, des tribunaux de paix, et dans la société civile, de la Fédération des barreaux. C'est là que les membres du CSPJ, c'est là que découle la légitimité des membres du CSPJ. Maintenant, la prestation de serment, une formalité légale. Une formalité légale, c'est une formalité. Il faut obéir à la formalité. Mais je comprends que des juristes se sentent concernés par cette question et essaient de nous expliquer qu'il y a une forme d'irrégularité. Je ne parle pas de légalité, moi, je parle d'une forme d'irrégularité. Parce que, oui, les membres du CSPJ auraient dû prêter serment en présence du président de la République, en présence du président du Sénat de la République, en présence du président de la Chambre des députés. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation très spéciale. Et nous avons seulement un Premier ministre à bord parce que tous les pouvoirs sont inopérants en Haïti. On n'a pas de président de la République. On a seulement un Premier ministre duquel vous venez de dire des choses que disent certains politiques, ou bien des hommes politiques. D'accord? Et on n'a pas de Sénat de la République dans toute son entièreté, parce que nous avons seulement un tiers du Sénat, et nonobstant, nous reconnaissons que le Sénat siège en permanence, le Sénat est là. OK? On n'a pas la Chambre des députés. Maintenant, pour que le CSPJ puisse entrer en fonction et permettre que l'administration du pouvoir judiciaire se fasse correctement, doit-on attendre les prochaines élections? Alors que nous avons des juges qui se considèrent aujourd'hui comme des caciques. Ils prennent n'importe quelle décision. Il y a des juges qui dépossèdent des gens. Il n'y a pas une inspection judiciaire pour ramener à la raison
ces juges, pour prendre des décisions contre ces juges. Il y a un lot de dossiers, un lot de plaintes au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire contre des juges qui ont commis des infractions. Alors jusqu'à présent, personne ne peut agir sur ces dossiers. Vous pensez que c'est une Alors, installation... non, je termine. Alors, vous me dites, oui, je comprends. Est-ce qu'il faut attendre le président de la République? Je dirais peut-être dans une certaine autre occasion ou autre situation. Oui, parce qu'on aurait pu voir une lueur d'espoir pour que les élections aient lieu rapidement. Mais écoutez, si vous me dites d'attendre un accord, est-ce que le président que vous allez mettre dans le cadre d'un accord, est-ce qu'il sera légitime? Est-ce qu'il ne sera pas contesté aussi? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner son accord, chercher un consensus pour que les institutions puissent revivre, parce qu'on n'a plus d'institutions dans le pays, on n'a pas le CSPJ, on n'a pas la Chambre des députés, le Sénat est dysfonctionnel, il y a d'autres institutions dysfonctionnelles, donc trouver un accord. Vous savez, il y a un petit proverbe juridique qui dit, cher maître, qui achète mal, achète deux fois. Qui est installé mal, n'est-il pas installé deux fois aussi? Il n'est pas... En termes de régularité... Je ne suis pas d'accord moi-même que l'on dise que le conseiller est mal installé. Moi, je ne vais pas entrer parce que je pourrais prendre en exemple quelques textes, mais je ne suis pas ici dans ma chemise d'avocat. Je suis dans mon costard de magistrat. Et quand on est magistrat, on ne peut pas faire n'importe quelle considération qui pourrait être mal interprétée. Parce que peut-être que la loi est dure, mais c'est la loi. Et je suis d'accord, parce que demain, je suis appelé à agir sur un dossier qui pourrait peut-être être en accord avec ce qu'on est en train de débattre aujourd'hui. Je ne voudrais pas faire de considérations politiques, mais je reprends pour vous. Le Conseil n'est pas mal installé parce qu'il y a une autorité et tout le monde est d'accord dans ce pays avec l'autorité qui est là. Laquelle? Une autorité, parce qu'il y a une autorité qui est là, parce que c'est devant une instance. Bon, écoutez, c'est cette autorité qui prend des décisions aujourd'hui. C'est cette autorité qui parle au niveau des Nations Unies pour vous. C'est ce gouvernement qui vient de parler aux Nations Unies. C'est ce gouvernement qui reçoit les étrangers pour vous. Ok, vous avez des problèmes avec ce gouvernement, vous devez traiter vos questions politiques avec ce gouvernement, mais moi, je dis, il est important de remettre en selle les institutions de ce pays. Maître Jean-René Amorin, en termes de précision, on est en train de remettre en question l'autorité de personne, en termes de précision, mais ce que l'on voudrait vous dire aussi, cher maître, est-ce qu'on n'est pas face à une situation qui sera identique à celle du Conseil électoral provisoire? Le président Jovenel Moïse a été là, il était une autorité, ou bien le chef de l'État, à cause des difficultés rencontrées à la Cour de cassation, à raison politique ou technique. Donc, il est passé par la route, le chemin qui coûte là, l'installer, Conseil électoral provisoire là, et qui t'a pas passé tout le temps, il est passé à décrier, contester le Conseil électoral illégal, illégitime, impopulaire, etc. Et juste à la suite de l'histoire. Maintenant, à poser cette question, c'est de prévenir au lieu de guérir. Là, on est là pour peut-être faire des points techniques, comme nous l'avons dit au début, mais des points sociopolitiques, parce que la technique se fait au sein de la société, évidemment. Je me garde de parler du Conseil électoral, parce que c'est total. C'est un exemple que j'ai pris, c'est pas... Je vous ai invité à en parler. Écoutez, permettez que je réponde à la question. Absolument, allez-y, cher maître. Je me garde de faire des commentaires par rapport au Conseil électoral provisoire, parce que c'est totalement politique. C'est totalement politique, alors que moi, en tant que magistrat, je peux être appelé à me prononcer sur un dossier concernant une plainte des membres du Conseil électoral provisoire ou d'autres personnes qui pouvaient ou pourraient se sentir lésées dans le cadre de cette affaire et déposent ou portent plainte au niveau de mon tribunal et mon doyen m'appelle à traiter pareille question et répondre à la question aujourd'hui, c'est me disqualifier au sommaire. Cependant,
permettez que je vous dise que la situation du Conseil électoral provisoire, ce n'est pas la même situation du CSPJ. Les membres du CSPJ sont élus. Ils ont été aux élections. Ils sont élus. Ils avaient juste besoin d'une autorité pour faire la publication au niveau du journal officiel, et le Moniteur. Et ça a été fait par celui qui avait publié le nom du Premier ministre dans le journal Le Moniteur, peut-être. Qui avait fait ça? Je ne me rappelle pas. Celui qui a publié les noms des ministres aujourd'hui. Les ministres dans le journal Le Moniteur. Je ne me rappelle pas qui l'a fait. Et peut-être cette même personne et cette même autorité qui a fait la publication des noms des conseillers élus. Je reprends, élus, parce qu'ils trouvent leur légitimité à travers les élections auxquelles ils avaient participé. Donc, laissez-moi vous dire aujourd'hui, je ne vais pas parler de conseil électoral avec CSPJ, ça c'est autre chose. Le conseil électoral, ce sont des gens qu'on a triés quelque part. Vous voyez, des gens qu'on a triés quelque part. Mais nos conseillers qui nous représentent au niveau du pouvoir judiciaire, ce sont des élus. Vous savez, dans votre expertise, dans le domaine que vous pratiquez, il y a ce qu'on appelle vice de forme et vice de fond. Quand un dossier est vicié à la base, ça peut briser, ébranler toute la procédure, cher maître. Vous êtes vieux de la vieille, vieux routier de la magistrature. Mais je ne me rappelle pas que les élections avaient été contestées. On ne parle pas d'élections, on parle de la légalité. Légalité de quoi? De la procédure. Il devrait y avoir la présence du président de la République ou bien du Premier ministre en faisant office et respecté du chef de l'État, du président du Sénat, du président de la Chambre des députés. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes d'accord en termes de procédure, maître Jean-René Morin. Vous voulez m'attirer. Je vous ai dit, cher maître, si vous êtes d'accord avec moi, l'émission d'aujourd'hui serait technique et sociopolitique. Vous voulez m'attirer dans le sillage de la politique, ce que je refuse. Mais permettez que je vous dise... Non, ça c'est la Constitution qui le dit, c'est technique. Non, permettez que je vous dise clairement que les conseillers du CSPJ sont élus. Ce sont des élus. On a tout simplement publié leur nom dans le journal officiel de la République. Maintenant, vous me dites que la présence du président de la République était indispensable. C'est constitutionnel. Constitutionnel et indispensable. Mais écoutez, je suis d'accord avec vous. Mais on n'a pas de président de la République. Okay. Est-ce qu'on doit bloquer le pays en attendant que des élections aient lieu pour que nous mettions en place les institutions dont nous avons besoin pour faire marcher ce pays? Sur ce, est-ce que nous pouvons mettre les tribunaux en veilleuse, si vous voulez, et si vous me permettez cette expression, arrêter le cours ou la marche des tribunaux pendant que nous avons près de 7 000 à 8 000 détenus au niveau du pénitencier national qui ne peuvent pas connaître leur sort. Ce qu'on appelle dans le système de détention préventive prolongée. Écoutez, aujourd'hui, nous devons voir beaucoup plus grand et beaucoup plus éclairé. Sans nous écarter évidemment de la Constitution. Nous sommes de la Constitution parce qu'il y a un Premier ministre aujourd'hui qu'on dit, je ne l'ai pas dit moi-même, qu'on dit, qui fait office de président de la République et tenant compte de l'article 149 de la Constitution. C'est ce que je ne voulais pas dire, parce que des gens vont l'interpréter comme une position politique du magistrat, et le magistrat que je suis, je ne peux pas avoir de position politique. Mais en termes de rappel et de précision, on s'est promis de faire une émission technique. Nous sommes de la technique jusqu'à présent. Parce que ce n'est pas le fait de ne pas vouloir déranger ces personnes qu'il faut s'écarter non plus du chemin du droit ou légal, tout simplement, cher maître. J'ai voulu vous proposer qu'on prenne la pause, si ça ne vous dérange pas, et on aura toute la vie pour en parler davantage. Vous êtes maître de l'émission. C'est vous qui êtes notre invité, c'est nous l'invité. Merci. Merci de la permission. Madame, Monsieur, nous observons la pause à cette émission. Dans un instant, nous reviendrons, mais au retour, nous parlerons du système encore, mais de cette affaire de détention préventive prolongée. Et pour nous voir également qui ça, cette nouvelle année judiciaire capable de porter pour justiciable, surtout les gens qui sont en prison, dans les conditions nous connaissons,
et toutes les autres affaires qui souffrent également, Maître Jean-Hilaire Morin. Encore une fois, merci de votre disponibilité et merci à vous également, à la monsieur, de rester sur Métropole. Dans un instant, nous reviendrons. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Madame, Monsieur, votre invité, c'est le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Maître Jean-Hilaire Morin, qui est avec vous, avec nous, avec qui nous parlons justice aujourd'hui. Nous essayons de comprendre, si vous voulez, les rouages judiciaires, tout simplement. Comme un enfant qui apprend à parler, à marcher aussi, nous posons de petites questions pour comprendre, tout simplement, et pour vous aussi, nous les posons afin de vous mettre donc à jour avec nous, donc sur le même piédestal pour faire cette émission, pour la rendre plus utile. C'est notre mission à nous, rendre utile tout ce que nous faisons. Donc, bon retour à vous, cher maître. C'est votre mission aussi, être utile à la société, évidemment. De petites grandes questions. En effet. On s'est promis de parler encore du système et on pensait peut-être CSPJ a installé, à tort, à raison, légalement ou illégalement, de manière légitime ou pas, cher maître. Maintenant, en quoi est-ce que ce CSPJ, qui presque au grand complet n'était cette contestation du représentant de la société civile, au grand complet, mais on nous dit, là, il est opérationnel, de fait ou de droit. À quoi ce Conseil supérieur du pouvoir judiciaire peut-il aider à redorer le blason du pouvoir judiciaire, mais du système de manière générale? Je ne vais pas revenir sur certaines considérations que vous faites. On le sait, peut-être... Je ne vais pas revenir. Je pense avoir été très clair. Et on a compris. J'ai été très clair et je pense que vos auditeurs et téléspectateurs sont clairs aussi à partir de ma réponse. Maintenant, la question, comment le CSPJ... Comme la plus grande instance administrative du pouvoir judiciaire, comment il est capable d'aider à restructurer, mais aussi redorer le blason, on dirait l'image de la justice en Haïti. Et la loi a clairement précisé la mission du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ce conseil n'aura tout simplement qu'à faire l'application de la loi, c'est-à-dire renforcer l'inspection judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, l'inspection judiciaire, c'est une instance au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, une instance des plus importantes, car c'est l'inspection judiciaire qui est là pour voir est-ce que les tribunaux, les magistrats remplissent leurs fonctions dans la légalité et dans le délai. Par exemple, un juge qui a un dossier et il passe plusieurs années sans rendre de décision sur ce dossier, l'inspection judiciaire peut intervenir si toutefois il y a plainte. Maintenant, j'ai appris que des plaintes avaient été déposées au niveau du Conseil et que ces plaintes n'ont pas été acheminées au niveau de l'inspection judiciaire. Et l'inspection judiciaire n'a pas de moyens. Aujourd'hui, l'inspection judiciaire au niveau du CSPJ est dirigée par un magistrat chevronné qui se passe de présentation. Le magistrat est Sonnel Jean-François. On croit que Sonnel est capable de résultat. Maintenant, puisque nous avons aujourd'hui deux magistrats que l'on dit très sérieux et compétents dans le système, par exemple Wando Saint-Villiers, Durin Junior, etc., ces magistrats doivent s'asseoir, discuter pour doter l'inspection judiciaire des moyens afin que cette instance puisse faire son travail valablement. Nous sommes avec vous pendant dire si vous portez plainte auprès du CSPJ, il est capable d'intervenir. Maintenant, intervention, ça, dans quelle dimension liée? Par exemple, un dossier sur X affaires ou bien X domaine et qui a souffert, par exemple, il n'y a aucune décision de justice qui rend soleil. Vous portez plainte. Donc, parce que le juge qui est sur le dossier n'a pas fait suivi nécessaire, comme nous t'avons dit, qui ça, CSPJ est capable de faire? Écoutez, la loi dit, un juge pas voulu intervenu sur un dossier et puis le dossier en amène, qui est infraction que le commette. D'accord? Maintenant,
dans ce cadre-là, même le code pénal, parce que même les avocats peuvent porter plainte contre certains magistrats. Mais pour que ça demande ça, cher maître, je voulais de manière vulgaire, Okay, sans banaliser la justice, c'est-à-dire, on a pris le téléphone, on a mis papier à pito, c'est-à-dire de manière ordinaire. Il y a une enquête qui doit être menée par l'inspection judiciaire pour déterminer le niveau de responsabilité, pour mettre de la négligence et autres du magistrat, et puis ce magistrat sera sanctionné. Maintenant, qu'en est-il du dossier? Ah, mais le dossier, il y a une administration au niveau de chaque tribunal. Cette administration va faire en sorte que le dossier soit redistribué à un autre magistrat. Maintenant, un autre délai sera accordé aussi, peut-être le même, pour l'instruction, l'enquête ou bien la suite du dossier, c'est exact. Bon, évidemment, parce que si le magistrat qui est désigné par son doyen, il a un délai pour agir sur le dossier, donc le délai va recommencer à courir. Ce qui revient à dire que le justiciable est toujours victime dans le système. Et c'est pourquoi il existe le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour sanctionner de tels magistrats, pour que cela ne se reproduise plus. Voici ce que je voudrais dire, même si magistrat sanctionné, mais ça n'a pas un gain de cause à justiciable là qui, quelque part, il y a raison dans le domaine, non bien. Mais je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, pourquoi ces genres de situations se répètent? C'est parce qu'il y a l'absence de sanction. Maintenant, s'il y a sanction, on ne va plus avoir ces genres de situations dans le système. Les sanctions et de quelle dimension, de quel niveau c'est prévu par là? Renvoi et toute autre sanction administrative. Et si on va au niveau, et dans le code pénal, il peut y avoir d'autres sanctions, des sanctions pénales. Notez-le avec vous également, ces grèves à répétition dans le système. Grève à répétition, vraiment. Matin, on a une opportunité et parler avec le président de l'APM, votre collègue, maître Martel Jean-Claude. Nous t'ai posé les mêmes petites questions, ça que nous allons peut-être partager avec vous. Pour qui ça, magistrat, ou bien greffier, ou autre, peut-être, pratiquement que greffe là par relevé c'est du ministère de la Justice. Voilà, mais toujours il y a une grève à répétition dans le système, non? Mais c'est encore justiciable qui peut pour classer. Oui, c'est bon de se faire avocat des justiciables. C'est très bon. On est tous justiciables. Je suis votre avocat aussi, peut-être. En tout cas, moi, je suis d'accord avec vous parce que nous sommes payés par les justiciables. Et je l'ai dit dans la note de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Vous avez invité les magistrats debout et assis à être plus crédibles, à respecter l'éthique. Voilà, c'est ce que nous avions dit au niveau de l'association et pour cette année judiciaire. Mais je vois souvent des gens jeter le tort sur la magistrature lorsqu'il s'agit des grèves. Et on prend plaisir à parler de grèves à répétition. La magistrature, non système, non lycée, une entité, une partie du système judiciaire. Et la politique de la justice dans un pays, ce n'est pas magistrat qui fait. Et quand on conçoit une politique de justice, c'est le gouvernement qui fait dans le programme le travail politique de justice là. Et ça fait chaque gouvernement qui doit avoir une politique pénale. J'aime faire cette question à tout un chacun, peut-être des fois à mes collègues journalistes qui ont interviewé. Est-ce que ou même Jean-Jules, très informé, jeune journaliste, très bien rodé, est-ce qu'on connaît la politique pénale de ce gouvernement? Est-ce qu'on connaît la politique de justice de ce gouvernement? Alors pourquoi il y a grève? Parce qu'il y a un problème de politique de justice. Si c'est une politique pénale, une politique de justice, il connaît que l'important que les magistrats de meilleures conditions de travail. Parce que je connais qui les coûts de la vie a monté, je connais comment le tribunal a fonctionné, je connais le tribunal première instance de Port-au-Prince là, c'est un tribunal qui est dans la boue, que personne ne peut pas capable jamber de l'eau sale pour aller chercher justice. Je connais le tribunal première instance de Port-au-Prince là, au cœur du quartier général des gangs armés, tout ça est en politique de justice. Donc, nous ne sommes pas responsables des grèves.
Et avant de recourir à la grève, M. Jean-Jules, les associations de magistrats écrivent au ministre de la Justice, au CSPJ, et on a eu des discussions avec les autorités. Mais quand les discussions n'aboutissent pas, nous sommes des syndicalistes, notre seule arme pour porter les autorités à respecter leur engagement, c'est tout simplement recourir à la grève. Donc la grève. Que nous regrettons, et c'est pourquoi aujourd'hui, dans le cahier que nous allons présenter au nouveau Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nous disons, écoutez, voilà ce que nous voulons pour cette année judiciaire. Écoutez, faites en sorte, dans le nouveau budget, discussion ou gain avec l'exécutif là, au moins, au bail magistrat, 50% de revendications. Et là, ça, pas bien grève. Disons que les grèves s'organisent à raison. Grève pour réintégration des juges à la Cour de cassation, révoqués illégalement, etc. On se souvient de cette grève. Oh yeah. Grève pour question de conditions de salaire, grève pour question de fonctionnement des tribunaux, etc. Le positionnement des tribunaux, etc., des espaces d'insécurité, etc. Disons que les grèves, nous reprenons, s'organisent à raison. Mais les magistrats, quand il faut prendre leurs vacances, ils prennent vacances, non? Les justiciables sont encore les premières victimes. Parce que dans certaines circonstances, nous dit, lorsqu'il y a une grève, toujours il y a des fenêtres d'urgence dans presque tous les domaines et toutes les structures, tous les pays. Et d'une part, maintenant, si on passe un an pour faire grève, il y a un monde, il y a une structure qui dit, OK, ne pas prendre vacances ça pour nous mettre nous à la disposition des justiciables, des gens ayant besoin du service en question. Mais ceux qui arrivent dans le système judiciaire, on a fait 3 mois de grève et grève la levée, peut-être une amélioration dans les conditions bien exigeantes. Et vacances prend, le monde qui était là, délai à passer sur eux, toujours une détention préventive prolongée qui est devenue l'adresse de la justice haïtienne. C'est peut-être ce dont on parle. Peut-être nos autres associations nationales des magistrats haïtiens et des différentes associations, peut-être n'ont pas bien communiqué. Et si peut-être nous avons bien communiqué, ou tu connais que vacances nous toujours presque disponibles pour la justice. Mais est-ce que vous passez à l'action dans oui, cette disponibilité? Certainement. Allez voir mon doyen. Et le doyen Bernard Saint-Ville, il vous dira que tout magistrat du tribunal de première instance de Port-au-Prince était disponible pour des audiences spéciales. Nous étions tous disponibles, mais nous n'avons pas d'espace pour aller pour siège. C'est-à-dire? Ces discussions que nous avons faites, Anessa, entre nous, dans différentes associations, pour que nous pas prendre les vacances et comme la loi Baïlia, nous devons disponibles. Mais l'organe en bas de gang, l'Europe prend un siège dans l'audience. Et puis, c'est courir à Kachamba bureau. Donc, ce n'est pas faute, non. Si quelques dossiers, ou bien la majeure partie des dossiers, n'ont pas évacué, ce n'est pas nous qui pouvons l'évacuer. Ce n'est pas disponible, nous pas disponible pour évacuer. Mais c'est condition que l'État central, là, qui est là pour bon tribunal, pour mal siéger, et pas moi pas chercher au local, mais tête moi. C'est pas que moi pas bailler tête moi sécurité. Je ne suis pas un homme en armes. Je suis un homme de toge. Donc, c'est les codes que je gagne à ma disposition. Donc, si la police nationale échoue dans le mode opératoire, dans la stratégie chaque jour, mais vous ne pouvez pas demander à un magistrat de prendre les armes. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que nous-mêmes ne sommes pas conscients de la situation. Au contraire, ce matin encore, on est tous disponibles. Mais donnez-nous un espace, s'il vous plaît. Parlons de la détention préventive prolongée dans le système. À qui profite cette situation? Parce que selon les informations, Maître Jean-Wilner Morin, donc 70 à 75%, si ce n'est pas plus, de population carcérale pays d'Haïti a composé de monde qui est en prison de manière illégale. On a parlé de détention préventive prolongée. Je n'ai pas cette information.
Des organismes de droits humains en parlent. Plus de 70% de la population carcérale, pays d'Haïti, c'est détention préventive prolongée. Ah oui, alors vous parlez que vous dites illégal. Oui, c'est ça me relève. Détention préventive prolongée, c'est l'illégalité quelque part. Excusez-moi, j'apprends de vous, mais excusez-moi. Moi, c'est que vous avez parlé d'arrestation, peut-être. Non, je parle de détention préventive prolongée. Il y a une petite confusion. D'accord, voilà. Parce que moi, je suis là pour apprendre. Je pourrais toujours errer aussi. Au début, il y a une petite confusion. Mais permettez que je vous dise que la détention préventive prolongée est politique. Politique? Ah oui, politique. Excusez-moi. Pas gagné, il y a un ministre de la Justice qui a venu que son premier discours, c'est pas pour résoudre la détention préventive prolongée. Pas gagné un chef de l'État, un premier ministre qui jamais venu depuis moi me connais, moi là dans le système là, que son premier discours, c'est pas résoudre le problème de la détention préventive prolongée. Semblait si on résout le problème là, pas bien discours encore. Parce que peut-être dossier au vide, il n'y a pas comment pour faire politique de justice, pour présenter une politique pénale, élaborer une politique pénale pour le gouvernement. Donc, il a quitté la détention préventive prolongée comme un outil pour être capable de discourir. Mais, bon, très bien, on se le rappelle tous dans ce pays, et surtout à Port-au-Prince, que l'ancien parquetier, l'ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Eros Villard, il a attaqué le taureau par les cornes. Il a commencé à traiter question de détention préventive prolongée. Et bon exemple, nous avons la loi en Haïti qui parle de la comparution immédiate. Mais vous savez que la comparution immédiate, c'est même procédure ça utilisée dans certains pays, par exemple Chili, et qui bat résultat. C'est-à-dire, la personne est venue, au lieu de renvoyer cette personne en détention, il y a un juge qui est là pour regarder le dossier et prendre une décision. Si mon nom doit aller au correctionnel, le juge immédiatement. Si mon nom doit aller au cabinet d'instruction, il voit dans le cabinet d'instruction. L'ancien commissaire du gouvernement et le doyen Bernard Sanville s'étaient entendus pour que les magistrats restent après 2 heures de l'après-midi pour traiter ce genre de dossier. Et dans chaque cabinet d'instruction, il y a 2-3 juges qui étaient après 2 heures de l'après-midi. Moi-même, qu'on a quitté le bureau à 5 heures de l'après-midi au bicentenaire. Laisse à bicentenaire, pas trop ça. On a quitté le bureau à 5 heures de l'après-midi parce que moi, j'étais en permanence. Il y a qu'on mettait des juges en permanence. C'est-à-dire que le juge allait après l'heure. Mais qui ça au ministère de la Justice, pas qu'à entendre avec CSPJ pour le faire là, pour le mettre en application la loi de la comparution immédiate. Vous avez que la population carcérale a réduit. Et maintenant... Donc la solution est là. Si le ministre de la Justice dit pour qui est intervenu, et le CSPJ, la Cour de cassation... Oui, je l'ai dit, la Cour de cassation n'a pas besoin de venir là. On n'a pas de CSPJ à surtout contraindre les magistrats, surtout à... Ou pas besoin de contraindre les magistrats, parce que chaque juridiction gagne un administrateur. Et l'administrateur a un rapport pour le bail. Le doyen du tribunal. Le doyen. Et chaque parquet a un administrateur, le commissaire du gouvernement. Doyen tribunal première instance, comme plus qu'on est n'importe où prince là. Il est toujours entendu à chaque commissaire gouvernement qui vient pour le qui mesure qu'il est capable de résoudre la question de la détention préventive prolongée. Maintenant, ça nous besoin. Nous besoin d'un tribunal, nous besoin de sécurité et puis administration tribunal a arrangé pour que nous commencions à résoudre le problème. Ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas comparution immédiate là seulement qui peut résoudre le problème. Non. Il faut prendre des décisions aussi au niveau des cabinets d'instruction. C'est-à-dire que dans la distribution de dossiers, il y a des juges qui connaissent un dossier très important, qui peut prendre le temps ou pas combler avec tout l'autre dossier. D'accord? Ou bien le juge a moins de dossiers. Par exemple, on dit, un juge qui a un dossier d'Oroval, pour moi-même un dossier très important, ou du moins un juge qui a un dossier et l'assassinat du président de la République, pour moi-même tout, qui sont dossiers très importants. Je ne vais pas dire pour pas l'autre dossier, mais on va juger ça moins de dossier par rapport à l'autre juge qui lui-même
pas dossier qui est dans le pas demander tout le temps ça, pas demander toute enquête ça. Nous allons finir rapidement et Maître Jean-William Morin, certainement, on a fini sur le dossier d'Orval, et Moïse, etc. Mais il y a quelqu'un qui dit, et en font temps tout petit, sur question de détention préventive prolongée, ça nous les détentions illégales là. Des situations, ça gagne des mains internationales, des organismes, des ONG également. Vous êtes de cet avis, vous êtes informé? Écoutez, chaque côté a intérêt. Parce que c'est comme si vous on me n'est le pas sans permettez. savoir. C'est comme si vous me le permettez, de même qu'il y a des ministres de justice, etc., de la justice, qui gagnent ça comme discours, certains organismes ou certaines ONG. Ils ont des projets. Ils ont des projets. Donc, Tout sans carrément. la détention préventive prolongée, ces ONG-là n'existent pas ou bien n'existeront plus. C'est exact. Ou du moins, ils vont peut-être chercher d'autres moyens pour subsister. En tout cas, pas exister dans le domaine, ça. Non, point. Ils vont capables. Parce qu'il n'y aura pas de vache à lait, il n'y aura pas de moyen de tirer et de soutirer de l'argent à des gouvernements, soit locaux ou bien étrangers. Parce que, laissez-moi vous dire, la majeure partie de certaines organisations internationales agissent dans le domaine de la détention préventive prolongée. Or, c'est un problème qui peut être qu'on peut résoudre. On peut résoudre ce problème. On se sert des justiciables comme vos commissaires, comme Michel Canon. Malheureusement. Et des fois, on jette le tort sur nos autres magistrats. Mais non, nous ne sommes pas les principaux responsables. Vous avez bien dit, vous n'êtes pas les principaux responsables. On n'est pas les principaux responsables. Vous avez bien dit, on a compris aussi. Et ça veut dire, cela ne veut pas dire que, quelque part, vous n'êtes pas responsable. On n'a pas tort. Et oui, comme mon collègue l'avait dit ce matin, il existe dans notre milieu, dans notre corporation des paresseux. Ça existe dans toutes les coopérations. Vous faites appel au CSPJ en ce sens-là. Tout carrément, c'est pourquoi il existe l'inspection judiciaire et les CSPJ. Mais écoutez, nous ne sommes pas les principaux responsables. On finit sur le dossier d'Orval, le dossier Moïse. Juge Renaud Régis a démissionné lorsque Yotéphine retiré toute sa ligne comme logistique, moyen logistique, les démissionné et les même quitté. Et sur les systèmes, non, c'est exact. Et vous-même, comme président de ANAMA, Association nationale des magistrats haïtiens, vous déplorez la situation, ça, s'il le faut, et critiquer les gens qui t'a doué là pour accompagner. Certainement, il est découragé, il jeter l'éponge, c'est parce que le commissaire gouvernement, Port-au-Prince, fait tout ça le connaît pour ne pas permettre aux magistrats à travailler. Alors, le commissaire d'alors, on va parler de... D'avant. On va parler de... Bedford. Il fait tout ça le connaît pour magistrat pas de travail. Parce que l'été sur le dossier d'Orval là, il était bien de... Toute ordonnance, magistrat vous il n'est pas jamais exécuté. OK? Or, c'est lui qui est là pour l'exécuter ordonnance. Le commissaire du gouvernement. Ensuite, qui était traduit à cheval sur le dossier Moïse là pourtant, qui était prêt à tout faire, sinon on songeait bien. C'est possible. Hein? C'est possible. L'information est là, cher maître. C'était oui, le cas. C'est possible. Alors, permettez que me dire que tout simplement que M. Léon Charles fait tout ça le connaître pour magistrat pas de travail. Et c'est pourquoi moi je me suis dit, est-ce que... Vous parlez du directeur général de la police nationale. Oui, M. Léon Charles. Qu'est-ce qu'il a fait, de bien ou de mal? Magistrat, tu as besoin de plus d'agents qui pour permettre que le sorti chaque jour au cœur du bicentenaire, il n'y a pas de balai et suffisamment d'argent pour ça. Mais il y a l'autre monde qui gagne presque une armée. Parler d'agents de sécurité de policiers. Mais il y a l'autre juge qui a presque une armée. OK? Et ensuite, les policiers qui étaient à son service, policiers pas été équipés pour être capable de balayer sécurité. On seul les armes policières qui peut-être étaient capables de faire bandit au peur. Le directeur général de la police, vous cherchez. Vous cherchez les âmes alors. Vous cherchez les âmes. Donc, ça veut dire que les désarmés policiers qui étaient détachés avec magistrat. L'information fait quoi que tu avais attenté à vie, magistrat, d'alors là, il était tiré sur machine, c'est exact. Magistrat et Régis te connaît
un ensemble de péripéties dans le traitement de ce dossier. C'est peut-être pour raison ça qui fait que il n'est pas dans le système encore. Donc, lui-même, il démissionné, non seulement quitter le dossier, mais il quitté le système comme magistrat. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une désignation sous le dossier d'Oval là, qu'on en a parlé avec vous là? Oui, le doyen travaille sur ça, parce que incessamment, nous connaissons qui magistrat doyen désigné. Parce que nous sommes, doyen tenant, disons officiellement, nous tenons vacances judiciaires. Les ouvertures des tribunaux a fait hier. C'est à partir de hier et au cours de cette semaine, peut-être en début de semaine prochaine, nous connaissons le nom du magistrat désigné sur ce dossier. Maintenant, l'affaire Moïse, l'assassinat du président Jovenel Moïse, évidemment, vous êtes très sceptique, au pas de cacher. Donc, sous désignation de juge Gary Aurélien sur ce dossier, l'inexpérience, l'immaturité en fait sur le plan judiciaire, évidemment. Donc, on n'est pas en train d'inventer, on est en train de rien inventer. Josia, comment regarder l'évolution du dossier? Comme Moun Korea, magistrat, mais aussi président de l'association nationale des magistrats haïtiens. La loi m'interdit de faire des commentaires par rapport au traitement de dossier par un des collègues. J'espère vraiment qu'elle réussit. Vous avez parlé de son inexpérience à un moment de la durée. Oui, parce que le magistrat est fraîchement nommé au niveau de la magistrature assise. C'est un nouveau de la magistrature assise, en dépit qu'il a eu une certaine expérience au niveau du parquet. Humainement et même techniquement, on aurait voulu que ce soit quelqu'un beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus trempé dans le domaine. Mais vous savez que le doyen est celui qui peut jauger la capacité, la compétence d'un magistrat. Le doyen a décidé et puis c'est fait. Sans minimiser personne, on ne le connaît pas pour dire ce que nous disons. Vous ne savez pas, vous ne pensez pas que c'est à cause de tout refus que magistrat, que doyen a trouvé à, nous sommes jetés un premier juge qui était sous le dossier. Moi, je ne suis pas au courant de ces refus moi-même. Bon, quand il y a d'autres magistrats ou bien juges qui parlent de parce que Guillaume qui était sous le dossier a été démissionné, sinon il faut qu'il décharge, sinon il déporter les dossiers. Mais est-ce que vous pouvez me donner, en tant que journaliste de la plus grande, d'une des plus grandes télévisions de la capitale, la liste des magistrats qui n'avaient pas voulu prendre le dossier? Vous pensez qu'il y en avait d'autres qui voulaient prendre le dossier, mais la proposition ne leur a pas été faite? Écoutez, jusqu'à présent, on n'a pas une liste. Le doyen n'a pas communiqué la liste des magistrats qui n'avaient pas voulu instruire le dossier. Ah bon? Non, vous avez cette liste en tant que non, journaliste. Personne ne l'a, mais vous pensez que moi, ça a en été tant que fait? président d'une association très importante, la plus ancienne, je n'ai pas cette liste. Pour que vous connaissiez un magistrat pas voulu instruire le dossier, c'est désigner ou désigner, et puis lui-même, il rend ordonnance et vous le tourner bas. Donc, vous êtes en train de nous dire que le choix du juge instructeur Gary Aurélien a été fait. Alors, c'est ça la technique. Unilatéralement. D'accord? Il n'y a aucune ordonnance. C'est seule l'ordonnance du magistrat Chanlat qui dit que le magistrat Chanlat pas de vlé, disons, pas de vlé, non? Pour des raisons de convenance personnelle, il était choisi, pas instruit. Là, nous avons dit, le magistrat Chanlat pas capable d'instruire ce dossier. Même pas quoi, l'autre magistrat, non, juridiction de Port-au-Prince, qui n'est pas capable d'instruire ce dossier, c'est parce que tout simplement, le magistrat n'a pas désigné. Parce que moi-même, je n'ai aucune ordonnance de l'autre magistrat qui dit qu'il n'y a pas le dossier. Il a dit que la justice ne vit pas de scandale, vous savez. Certainement. Oui. Et c'est pourquoi que je vous ai donné cette réponse. N'êtes-vous pas en train de déclencher un nouveau scandale à cause du non-respect de la procédure? Le non-respect de la procédure en droit, c'est capital, vous savez, cher maître. Mais il n'y a pas ici un non-respect prononcé ou bien catégorique de la procédure. On a dit tout simplement des choses que le doyen n'avait pas dit. Ou on n'avait pas fait peut-être. Et vous aviez fait une interview avec le doyen qui vous a dit que des juges n'avaient pas voulu prendre le dossier? Ou du moins c'est dans la rue qu'on répète ça? Est-ce que vous avez des ordonnances? On n'a pas ça. Donc, s'il y a scandale, c'est la rue qui a fait scandale. Ce n'est pas nous autres au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Maître Jean-Wilner Morin, on attendait un commissaire de gouvernement qui peut-être passer outre les procédures nécessaires. Et c'est sous ça n'a fini. Parce qu'il y a un juge d'instruction qui sont dossier lui-même, à côté au ministre de la Justice, qui a dit fait ci, fait ça, et jusqu'à ce qu'il ait trouvé révocation dans le système.
En parlant de scandale, n'est-ce pas un scandale? Quel est votre regard comme président de l'ANAMA, l'Association nationale des magistrats haïtiens? Et c'est vraiment dernier point, pas dire dernière question, mais dernier point pour nous finir, nous permettre d'espérer que, vraiment pour nous finir, m'espérer que la programmation comprenne ça, si nous faisons une minute ou 2 minutes en plus, parce que la question est technique, le dossier est technique, mais sociopolitique, comme nous l'avons dit. Vraiment, le dernier point. Monsieur Jean-Jules, je comprends que le commissaire du gouvernement, il dépend du ministère de la Justice. Pourquoi? Parce que je parlais tantôt de la politique pénale du gouvernement. Le ministre de la Justice exécute la politique pénale du gouvernement. Vous voyez, c'est normal que le commissaire du gouvernement soit en contact permanent avec son ministre de la Justice dans le cadre de l'application de la politique pénale du gouvernement. Sur le plan administratif. Cependant, le commissaire du gouvernement est là aussi pour faire l'application de la loi parce que c'est un magistrat. Le magistrat est là pour faire l'application de la loi. Mais le commissaire du gouvernement aurait dû savoir que le ministre de la Justice est un homme politique. Il est là pour le conseiller aussi, pour lui dire, écoutez, monsieur le ministre, nous sommes en dehors de la loi. Mais s'il accepte de suivre le ministre de la Justice, il n'est plus digne d'être magistrat. Car celui qui viole la loi dans le cadre du traitement de son dossier n'est plus digne d'être magistrat. Et il ne l'est plus. Et il n'est plus magistrat? Non, est-ce qu'il n'est plus à son poste, etc., comme magistrat? Vous me l'aviez dit, monsieur. Il a été révoqué comme commissaire du gouvernement. Vous me l'aviez dit, monsieur Jean-Jules. Il a été révoqué comme commissaire du gouvernement. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Vous m'aviez bon, dit qu'il n'est plus là. C'est public, sa révocation par le Premier ministre. Maintenant, comme magistrat, vous m'avez appris dans les coulisses qu'on est magistrat, qu'on est nommé pour 7 ans. Non, le commissaire du gouvernement n'a pas de mandat. C'est un poste politique. Un poste politique. OK. En Haïti, bien entendu. OK. Voilà. Merci beaucoup. Il a passé outre de sa mission et il en a été victime, tout simplement. Ça, c'est le jugement que vous faites de lui. Il est passé outre, donc disons mieux peut-être. Merci beaucoup de votre disponibilité, Maître Jean-Wilner Morin, à cette émission et on espère vous revoir certainement. Merci de m'avoir invité. J'espère que nous avions dit. J'espère aussi que les justiciables auront une bonne année judiciaire. Je vous souhaite une bonne année judiciaire. Je souhaite à mes collègues magistrats une bonne année judiciaire et au pays haïtien une bonne année judiciaire. Que cette nouvelle année apporte beaucoup plus de lumière au pays. Donc, dans le cadre des décisions judiciaires, parce qu'il est dit, comme nous l'avons dit au début, que c'est la justice qui élève une nation et qu'enfin notre nation se lève et se relève, Maître Jean-Wilner Morin. C'est mon vœu. Et c'est le vœu de tous les justiciables. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cette émission. La reprise, vous savez déjà l'heure, et je suis Jean-Jules Desaugustes. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.